La Mongolie. Pays nébuleux, mais aussi pays de contraste. Pays de steppes éternelles, pays du nord de l'Asie, grand comme 3 fois la France. Pays jadis soutenu par feu l'Union soviétique. C'est à Oulan-Bator que commence l'aventure pour tous. La Mongolie, encore fière aujourd'hui d'avoir eu Gengis Khan comme illustre conquérant. Le grand Khan, qui fut à l'origine d'un des plus grands empires au monde, trône pour l'éternité au centre de l'ancienne Ourga. Cette capitale, qui abrite un tiers de la population, est à l'image du pays. Inégale. En quête de renouveau, cette jeune démocratie construit des immeubles luxueux en centre-ville, alors qu'à quelques kilomètres de là, d'anciens nomades ont succombé aux sirènes d'un capitalisme sauvage et survivent en périphérie. Pour une majorité de la population, l'avenir est incertain, car peu d'investisseurs s'intéressent à ce pays, parmi les plus endettés au monde. Malgré tout, quelques individus s'obstinent à conjurer ce sort inacceptable. Pour rejoindre la capitale mongole, rien de périlleux, mais un long périple. Plus de 22 heures entre Genève et Oulan-Bator pour seulement 7000 km. À l'image des investisseurs, peu de compagnies aériennes desservent ce pays en vol direct. Yves Prunier et ses compagnons sont accueillis par Dastan Nigamet, le correspondant local de l'association lyonnaise Action Mongolie. Créée en 2001, cette petite et jeune ONG a pour premier objectif de prodiguer conseils et aide médicale aux nomades des régions les plus reculées de Mongolie. Les objectifs de la mission 2008, c'était d'améliorer les connaissances des médecins des petites régions de Mongolie, entre autres de l'Ouest, améliorer donc leurs connaissances, améliorer leurs pratiques au niveau des consultations et voir un petit peu quelles pistes d'amélioration on pourrait leur apporter éventuellement pour une autre mission, pour les années à venir. Après ce long voyage, les globetrotters sont pressés de rejoindre leur hôtel. Hélas, à peine arrivés, une mauvaise nouvelle tombe. Oui, mais il a dû avoir un traumatisme thoracique avec une hémorragie d'un des gros vaisseaux. Ça, tu sais, c'est des lésions. Sandrine, une kinésithérapeute française installée en Mongolie, demande du réconfort après la mort d'un jeune garçon tombé de cheval qu'elle n'a pas pu sauver. Oui, t'as fait tout ce que tu pouvais au niveau du secourisme, de la réanimation, hein. Mais c'est probablement des lésions tellement énormes que c'était au-delà de toute... On en reparlera, Sandrine, de tout ça. Allez, au revoir, Sandrine. Avant d'être spécialiste urgentiste, Yves est médecin généraliste à Thonon-les-Bains. Fils et petit-fils de médecins, il est entré naturellement dans l'ordre de la santé, ayant même passé plus de 20 ans comme médecin-pompier volontaire. Mais en 2004, la professionnalisation de ce secteur a eu raison de son engagement
Et Yves a dû trouver un autre moyen pour assouvir son besoin d'aider les autres. J'étais dans un monde qui était trop figé et qui commençait à pas être très très intéressant, trop administratif et technocratique. Ouais, de liberté, ouais. Enfin de liberté, de pouvoir faire des choses intéressantes et pas être figé dans un système qui te bloque. La notion de liberté est essentielle à ses yeux, un besoin avoué de faire ses propres choix. Comme dans son cabinet, pas de rendez-vous. Tous ceux qui ont besoin d'aide sont les bienvenus, même si selon le système de santé français, cela devrait aller de soi. Bonjour. Avec ses patients, Yves partage quelque chose qui va bien au-delà d'une simple consultation. Soyez-vous. Il partage ses souvenirs et son savoir sur la Mongolie, créant ainsi un lien inattendu. 11 et 7, ben c'est bien tout ça. Comment vous faites-vous, docteur, pour tenir le choc? On y arrive, tu sais, très bien. Oui, mais comment vous faites pour ne pas montrer vos émotions? Parce qu'on y va là-bas pour travailler, pour aider les autres. Oui, Et avec ça, le reste, ça se passe tout seul. oui, mais il y a bien des conditions de vie que vous vous infligez à vous-même. Oui, mais comme les gens du pays, pas plus. On fait comme eux, on mange comme eux, on vit dans leur maison. Ils nous reçoivent, il y a l'hospitalité, il y a plein de choses. D'accord, Et avec ça, on fait le reste. Puis on va les aider. vous avez beaucoup d'amour à donner. Ma foi, c'est peut-être ça qui fait... Hein? Retour à Oulan-Bator. Yves se rend dans une caserne de la sécurité civile mongole dans les faubourgs de la capitale. L'équipe d'Action Mongolie ne prendra pas l'avion avant demain. L'humanitaire à cette échelle, c'est une activité de touche à tout. D'ailleurs, aujourd'hui est un jour de repérage pour les missions futures. On essaye d'approfondir certains sujets qui nous tiennent à cœur, qu'on avait déjà prémédité les années précédentes. Donc là, il y a un sujet, moi, qui m'intéresse depuis plusieurs années. Des gens que j'ai contactés 2 voire 3 fois déjà, à propos des secours. L'entrevue commence par une revue de leur matériel de secours. Yves découvre l'ampleur de la tâche qui l'attend. D'accord. De Chine ou de Russie. Oui. Ça, c'est des ballons de plongée. Ça date de 1985. La quasi-totalité du matériel est obsolète. Là, c'est pour en fait, déterminer, comment dire, la vitesse du vent, par exemple. D'accord. Oui, dans la dissémination des toxiques. L'écarteur hydraulique à main, ça. Ouais, ils n'ont rien d'électrique. C'est entièrement manuel. Mais pas de désarroi dans les yeux de Yves. Il réfléchit déjà aux solutions et à toutes les connexions qu'il va pouvoir mettre en œuvre pour résoudre ce problème. Ils ont en tout, il y a 5 Ils ont unités. 5 S'il n'est unités. pas surpris, c'est parce que ce n'est pas une découverte. En 2007, à l'occasion d'un secours suite à un accident d'hélicoptère, il avait déjà constaté que les moyens étaient plus que dérisoires. Aujourd'hui, l'objectif est d'entamer un processus d'entraide. Ceci lui tient particulièrement à cœur, lui, le vétéran pompier. Au premier coup d'œil, on peut remarquer qu'il a déjà sévi en ces lieux. Quelques secouristes mongols arborent des tenues réformées de pompiers français. Yves est reçu comme une personne de haut rang. Le colonel en charge de cette caserne officie cette réunion.
Après les présentations d'usage et la visite de leur lieu de travail, le colonel tient à proposer les services de sa brigade à l'association Action Mongolie. Ensuite, il dit que c'est pas seulement il ne faut pas que ça aille seulement dans un sens, donc il serait content de nous aider aussi si c'est dans leur capacité de nous donner un coup de main. Il faut tout à fait, mais ça c'est tout à fait intéressant. Yves n'est pas non plus surpris par cette offre de la part des Mongols. Cocasse, dirions-nous en Europe, l'Occident qui pense que le matériel est plus important que l'humain. Mais connaissant la fierté de ce peuple, Yves sait qu'à partir de maintenant, il pourra compter sur le soutien inconditionnel des hommes de la sécurité civile mongole. L'entretien se conclut par le traditionnel échange de présents, dont une écharpe bleue, symbole de reconnaissance pour les bouddhistes. Yves avait prévenu, en terre mongole, tout peut arriver. Météo capricieuse, le vol pour Olgui est annulé. Il avait prévu cette éventualité. Après 10 séjours en Mongolie, il connaît bien les aléas. Il a donc prévu de poursuivre son inspection des services de secours. Aujourd'hui, en route pour le 103, l'équivalent mongol du 15 français pour les services d'intervention médicalisée comme le SAMU. Le 103 s'occupe de tous les appels pour l'ensemble du territoire. Courte visite par le centre névralgique, le nouveau standard qui a été financé par diverses ONG et l'arbre qui cache la forêt. En découvrant les entrailles du centre, on s'aperçoit que les moyens d'intervention sont bien inférieurs aux besoins réels, même si tout a été élaboré avec ingéniosité. Mais alors que l'objectif premier de l'association est de venir en aide aux nomades loin de cette capitale, est-il judicieux pour Yves de s'investir autant dans cette démarche sécurité-urgence ? Il y a quand même pratiquement la moitié de la Mongolie qui se trouve au même endroit, au Ulaanbaatar, et avec les problèmes pratiquement semblables de demande en matériel, de difficultés, et en plus avec quand même des connaissances médicales plus importantes. Donc la demande, la satisfaction des gens ici serait tout à fait intéressante. Bonjour Amojin. Bonjour. Sanbon. La journée se termine chez Touya, une amie qui demande de l'aide, sa fille Anoujin étant malade. Sage. Vas-y. Allez. C'est bien. Ah, là, non. Pas peur. Allez, vas-y. Souffle fort. Ouais, c'est bien. Bon. Un tampon légèrement inflammatoire, la gorge un tout petit peu. Pourquoi ça fait 36 ? Ah, parce qu'il y a un petit virus qui doit l'embêter, tout simplement. T'as du paracétamol ? Du Advil, ouais, c'est l'ibuprofène, c'est très bien. D'accord. Allez, Amojin. Alors, ça, c'est qui ? Amojin. Amojin, alors ça, la bilirubine, c'est tout bon, l'albumine aussi. La mission n'a pas encore vraiment commencé, mais pour Yves, c'est déjà la vitesse grand V. Moment tant attendu, le grand départ pour l'Ouest. Yvette, Christelle et Michel ont hâte de s'atteler à la tâche.
l'ouest mongol de vastes steppes étendues sur de hauts plateaux, plus hauts que ceux de la capitale. Abrité au fond d'une vallée des montagnes de l'Altaï, Olgi s'élève à 1900 mètres. Cette partie du pays est reculée à tous les égards. Cette province péninsule mongole est enclavée entre la Chine et la Russie. 80% de sa population est de confession musulmane, alors que le reste du pays est majoritairement bouddhiste. Enfin, les habitants de cette région de l'Altaï ont des origines ethniques kazakhes. Avant Oulandrousse, l'étape finale, Yves tient à passer par l'hôpital d'Olgi, qu'il connaît bien. Il veut redécouvrir les moyens mis à disposition du personnel médical de la région, notamment grâce à l'aide de plusieurs ONG. Yvette, la sage-femme, est agréablement surprise du matériel récent adapté aux besoins obstétriques. S'ensuit un périple de 60 km à travers la steppe, périple durant lequel l'équipe n'a croisé qu'un seul véhicule et un éleveur avec son troupeau. Mais non, dehors. La kinésithérapeute Sandrine Tissier les accueille à l'entrée de cette ville, posée au cœur d'un no man's land. Elle est heureuse de revoir Yves, rencontré quelques mois auparavant. Il était venu pendant deux jours sur ce roc et on a tout de suite connecté. Il y a des gens comme ça où on n'a pas tellement besoin de se parler. On a la même vision des choses, la même énergie. Et surtout avec Yves, sans jugement, sans prétention, avec beaucoup d'humilité. Et ça, j'apprécie beaucoup avec Yves. Et donc tout de suite, Yves m'a dit, dès qu'il a vu ce que je faisais, il m'a dit « Mais attends, moi je t'aide. » Et voilà. Ça, vous arrivez à temps. Hein. Oh, allez. Voilà. Ouais, t'as des moments... L'horreur. Voilà, mais bon, hein, j'ai choisi d'être ici, j'assume. Ouais. C'est la règle hein, dans l'humanitaire, t'assumes ton choix. Hein. J'assume. Voilà. Bon, bah bienvenue. Donc vous avez déjà eu le droit au changement d'avion, c'est ça? Ah oui, Hein, ça y est. classique. Oui. Grâce à Sandrine, l'équipe est logée dans la maison de Zokan Mokhtar, le directeur de l'hôpital de Oulandrousse. Une yourte mongole a été montée pour l'accueillir. D'accord. Sandrine est heureuse de pouvoir parler français avec ses nouveaux amis. Elle en profite car les événements de ces derniers jours l'ont un peu affectée. Oui, comme ça. Tu sais quand même que moi, le jour du gamin décédé, j'y suis allée, j'avais un stéto, tu vois, en me disant, ouais, parce qu'ils m'ont dit, ouais, il y a un garçon, il est un peu rouge. Ouais, d'accord. Ouais, bon, j'arrive, ce dimanche, tu vois, je déconne, j'ai pris mon temps. Oui, on est resté 4 heures. Voilà, donc... Ouais. Bref. Et tu peux prendre 1 minute de silence, peut-être même 2, devant la table d'accouchement. Sandrine cherche également un peu de reconnaissance que l'équipe n'est pas vraiment prête à exprimer après cette longue journée de voyage. 4 jours de travail avec DHL en Norvège. 2 minutes de silence. 2 minutes de silence. Désolé que ça me dit rien. D'accord. Premier jour de mission à Oulandrousse.
chef-lieu d'un canton d'un peu plus de 7000 âmes. C'est le premier petit déjeuner commun pour l'équipe et leurs hôtes mongols. L'ambiance est encore un peu scolaire car tous se connaissent assez peu. Yves a rencontré ses collègues de voyage il y a déjà quelques mois à Saint-Amour, petit village du Beaujolais. À cette occasion, l'association avait organisé une réunion pour tous les futurs intervenants afin qu'ils se rencontrent avant la mission. Une rencontre aussi avec le public pour lui donner un aperçu de la culture mongole. Alors que des expatriés mongols préparent le déjeuner typique de leur pays, les membres de l'association et les futurs participants de la mission 2008 écoutent Yves avec attention. Landrousse, c'est le chef-lieu de canton où il y a un petit hôpital avec une douzaine, voire une vingtaine de lits et qui reçoit en hiver jusqu'à plus de 40 personnes en même temps. Sur une plaine relativement plate, il n'y a pas d'énormes problèmes de circulation. Si ce n'est qu'il y a une rivière qui de temps en temps change d'endroit, mais enfin bon. Donc Oulandrousse, donc le chef-lieu de canton, un hôpital qui est relativement récent, qui a 5 ans, qui est complètement vide, pas de matériel ou un matériel complètement vétuste. Le problème principal de cet hôpital, c'est les problèmes d'accouchement, de suivi de grossesse, d'accouchement. En 2007, il y a eu 220 grossesses dans le canton. La moitié sont partis accoucher à 45 km, c'est-à-dire à la capitale régionale, Olgui. Si j'ai bien compris, c'est ceux qui avaient les moyens de se déplacer et un peu plus d'argent qui ont été à l'hôpital le plus performant. À Oulandrousse, on va travailler à pied. Un peu plus d'1 kilomètre sépare l'hôpital de la maison de Mokhtar. Tout le monde est de bonne humeur. Le travail s'annonce important. En tout premier lieu, pour les 3 corps médicaux, il s'agit de faire l'état des lieux de l'hôpital. L'équipe fait le tour de l'hôpital avec Mokhtar en commençant par la salle des consultations externes où le jeune médecin Nourbek, fraîchement sorti de l'école de médecine de Oulan-Bator, fait en moyenne entre 20 et 30 consultations par jour. Les consultations sont gratuites. Sachant que la principale activité de l'hôpital est l'accouchement, le seul appareil moderne est un échographe. La deuxième salle de consultation est totalement dévolue aux femmes enceintes. On y trouve tous les dossiers médicaux des femmes enceintes dans les différents bags, les 6 sous-divisions de la région d'Oulandrousse. Tous les bags, 3e bag. 5e bag. C'est les moins. Ouais. C'est les moins. Ça, c'est inférieur. En visitant la salle des infirmières, Yves se rend compte que certaines choses ont changé depuis sa venue au printemps. Ça, c'était pas au mois de mars. C'est Sandrine qui amène l'armoire aussi. Sandrine a réussi à équiper l'hôpital, notamment la table d'accouchement, avec l'aide d'Action Mongolie. Tout l'équipement est le bienvenu, car le matériel affrété pour cette mission est resté bloqué en douane. Je suis plus observateur pour l'instant. Oui, non, c'est sûr. S'ils demandent votre avis, vous donnez votre avis sur, etc. Hein? Donc ce serait 2 types d'activités. Yvette, tu as tout un domaine gigantesque, des surveillances, etc. Disséquer un peu tout le truc. Bon, on parle des injections, mais il y a sûrement d'autres trucs du même style que vous allez découvrir.
Ce qu'on pourrait aussi faire en commun, c'est une discussion à propos de l'épidémiologie, des statistiques, etc., avec l'autre médecin puis lui. Ouais. Donc on va le faire ici, ce qui nous permettra de définir des points de travail, des projets, savoir dans quoi on va s'investir en formation. Yves décide de suivre Mokhtar. Les deux hommes semblent déjà s'apprécier. Nous avons été très bien reçus. Je pense que l'accueil était chaleureux. Il n'y a pas eu de timidité de leur part. Je pense que les choses se sont passées de façon tout à fait franche. Pas de méfiance, des choses comme ça. La confiance s'est établie rapidement. Mais comment fait-on pour tisser des liens avec des gens que l'on ne connaît pas? Comment fait-on pour que la confiance devienne aussi facile? C'est dû peut-être une partie d'expérience, effectivement, parce que j'ai toujours travaillé en contact avec les médecins mongols. Ils étaient toujours présents, d'une part. Je les ai toujours laissés prendre leurs décisions avant d'aborder des discussions entre nous. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'il y a une hiérarchie beaucoup plus marquée au niveau du service de santé mongol que chez nous. Le médecin est le pilier principal de l'activité médicale en Mongolie. Reste historique, probablement. Ce qui est évident pour Yves ne l'est pas forcément aux yeux de ses coéquipiers. C'est la première mission humanitaire pour Yvette et son premier séjour en Mongolie. C'est un premier bébé, deuxième, troisième. Elle ne connaît pas encore les habitudes médicales du pays, ni les codes de la hiérarchie locale. Moi, j'ai eu affaire à une sage-femme qui avait beaucoup de pratiques, bien 25-30 ans de pratique, qui avait des gestes justes avec les patientes. Après, effectivement, je pense qu'elle manque un peu sa formation est beaucoup plus limitée que la nôtre en France, au niveau du suivi de grossesse. Et ce qui m'a surtout vraiment surprise, c'est que la hiérarchie qu'il peut y avoir entre le gynécologue et la sage-femme. Et la sage-femme prend très très peu de décisions ici, n'examine pas les patientes. Après un contact assez froid avec la sage-femme, Yvette discute avec le gynécologue. Le médecin est attentif au discours de la sage-femme française pour apprendre de nouvelles façons d'appréhender son métier. Son idée, c'est un peu changer la pratique et puis comment on fait des consultations chez vous. Moi, je pourrais lui expliquer comment on fait les consultations chez nous. Ça, il n'y a pas de problème, voir un petit peu ce qu'on regarde. Oui, et c'est quand même un truc incroyable que cette porte elle tienne plus depuis je sais pas combien de temps et personne pour foutre un coup de tournevis quand même. C'est un truc de fou. Pour sa part, Michel essaie par tous les moyens de rectifier quelques petites imperfections qui confirment ce qu'il imaginait avant de partir. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Arriver dans un endroit où tu sais qu'il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui a existé parce qu'il y a notre civilisation qui est arrivée, qui a fait en sorte de faire des structures, d'amener du matériel, d'amener du savoir. Et puis comme il n'y a plus aucun intérêt financier, économique, géostratégique, il y a une espèce d'abandon et c'est tout en décrépitude et tu te retrouves avec des univers qui s'étiolent, des cultures qui sont en train de se perdre. Ça te reste plus dans la main que j'ai fait gagner. Après la requête du gynécologue pour améliorer leur consultation, Yvette continue de suivre le médecin pour déterminer ce qui peut être perfectible. Oui, il y en a un petit peu, ouais. Attention. Un peu haut et puis elle a des œdèmes. Après avoir suivi plusieurs patientes, la solution apparaît. Quelque chose de simple, automatique avec ces patientes françaises. J'ai observé que
Ma collègue sage-femme s'occupait des patientes, mais il n'y avait pas de suivi et elle ne notait pas tous les paramètres et ses observations sur un dossier. Et là, on a pu établir une fiche de surveillance qui va lui permettre de voir l'évolution du traitement établi par le médecin, qui lui donne vraiment une tâche à faire. Sans concertation, Yvette est arrivée à la même conclusion que les infirmiers. Michel et Christelle ont déjà commencé à élaborer une feuille de surveillance pour tous les patients de l'hôpital. Il ne reste plus qu'à fusionner les feuilles de température des patients lambda et celles des patientes du service obstétrique. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas beaucoup de feuilles. C'est pas le problème, c'est pas de faire de la paperasse à tout va. Mais j'aime pas trop quand tout est regroupé sur la même feuille, qu'après tu sais, c'est griffonné partout. D'accord. J'aime bien quand c'est un peu propre et net. Et pour nous, il y aurait aussi la hauteur utérine une fois par semaine. Marqué hauteur utérine une fois par semaine. Le plus difficile est dévolu à Michel. Élaborer des tableaux en langue kazakh sur un clavier en cyrillique. Sar c'est moi et jour c'est... Ah oui, Ogor. Alors qu'en mongol, Siz de biraz yakın. Ah. Bırak, sıkıntı. İkimiz darlaşırız. Oy, ne gitti. La deuxième journée de mission s'achève sur les hauts plateaux de l'Altaï. La steppe, elle, reste imperturbable. Le travail de la journée se termine sous la yourte. Michel et Yvette se posent de nombreuses questions concernant cette fameuse feuille de surveillance constante. Comme elle prenait pas la température, comme elle prenait l'attention, que c'était un peu, enfin, on a vu que c'était un peu le foutoir sur les feuilles. C'est elle, tu veux, on lui a présenté un truc en lui disant est-ce que ça te plairait que ce soit comme ça, tu vois, avec un diagramme où tu puisses voir les trucs et on lui a expliqué l'intérêt du diagramme. Peut-être que moi, ma petite sage-femme là, qui palpait le ventre, qui prenait la tension, et peut-être que dans sa tête, c'était bien. Enfin, j'en sais rien. Hein. Est-ce qu'à ton avis, elle en a besoin de cette feuille-là? Moi, je pense que c'est important pour évaluer le suivi sur la semaine, le suivi journalier. Oui, pour moi, c'est... Oui, mais est-ce qu'elle a compris que c'était important pour elle? J'ai surtout causé avec le gynéco, la sage-femme. Je ne suis pas persuadée qu'elle est... Il faut vraiment que je la prenne à part pour qu'elle comprenne pourquoi c'est important. Si elle comprend l'intérêt et que les toubibs comprennent l'intérêt, je pense que ça, du moment où c'est expliqué, que eux ils voient l'intérêt du truc et que toi tu arrives à expliquer le pourquoi du comment et pourquoi c'est important, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas après. À la demande de Yves, Mokhtar a organisé une visite chez un médecin de Bague. La demande est basée sur deux volontés: montrer à la sage-femme et aux infirmiers comment vivent ces médecins itinérants et voir quel protocole pourrait être mis en place pour améliorer l'aide aux nomades. La principale difficulté rencontrée par ces médecins est le déplacement. Ils ont à leur disposition une moto fournie par l'État, mais seulement 10 litres d'essence par mois.
essence aussi chère que dans les pays occidentaux. Енді мына таудың екі жағында, ауылдардың бірі таудың екі жағында. Таудың екі жағында ауылдардың бірі. Le statut de ces médecins de campagne est particulier. On les appelle des sous-médecins. Sous cette appellation, sans concession, se cache un rôle très important dans la veille sanitaire des nomades. Ces médecins de bague sont les sentinelles de l'hôpital auquel ils sont rattachés. Ils veillent sur la santé des nomades en étant près d'eux, vivant comme eux. Pour eux, il est impératif de cumuler le travail de médecin et d'éleveur pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Oui. 300 familles dans la vallée, là. 1500 habitants, ouais, c'est bien. Et il fait combien de consultations par semaine? Une vingtaine par semaine. Les maladies les plus fréquentes, oui. C'est l'hypertension. Partout, oui. Et puis après, c'est toujours l'estomac. Vésicule, ouais, comme d'habitude. Après un rapide examen du peu de matériel disponible, un stéthoscope, un tensiomètre, un otoscope, le verdict tombe. Il y a peu de choses à faire pour ces médecins. Tout au plus, aider les gens qui les approvisionnent en leur prodiguant des conseils pratiques, comme les injections intramusculaires. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un à l'hôpital, quand tu viens chercher le médicament, un pharmacien par exemple, voilà, qui sache qu'il faut injecter. Parce que c'est vrai qu'une IM, c'est à la portée de tout le monde. Le bon territoire de la fesse qu'il faut injecter, qu'il faut piquer. Voilà. Non, mais le bon territoire, la désinfection, enfin faire un truc propre. Oui. Sur le chemin du retour, Yves et ses coéquipiers font une expérience étrange avec leurs amis musulmans. Un arrêt auprès d'une source aux soi-disant vertus médicinales rappelle que, en d'autres temps, le chamanisme régnait sur les steppes mongoles. Si cette croyance a des préceptes difficiles à admettre pour un cartésien comme Yves, il n'en demeure pas moins que les Mongols, qu'ils soient devenus bouddhistes ou musulmans, conservent un profond respect pour la nature avec laquelle ils essaient de vivre en harmonie. Comme pour mieux définir une bonne journée, l'équipe fait encore une halte auprès de nomades pour voir si personne n'a besoin d'un médecin. Yves, une fois de plus, s'affaire sans renacler et fait plusieurs auscultations, même si ces nomades sont à moins de 5 km de l'hôpital d'Oulandrous. Est-ce qu'elle est essoufflée quand elle court? Quand elle joue, quand elle court, est-ce qu'elle est essoufflée? Oui. Un petit peu, ouais. Un petit peu, oui. Ouais, une cardiopathie, cette gamine. Pour elle, oui. Il n'y a pas de traitement. Non, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de médicaments. Là, hein.
Je peux expliquer, en grandissant, ça peut s'arranger. Aujourd'hui encore, la route sera longue. Yves et Yvette accompagnent Mokhtar chercher une femme enceinte qui arrive à terme. Quelques 60 km de piste et 2 cols passés à plus de 2500 mètres d'altitude. Ces éleveurs nomades sont perchés sur les hauteurs de l'Altaï, à moins de 10 km de la frontière russe. Malgré son 8e mois de grossesse, la jeune femme de 28 ans s'occupe de ses invités sans ménager sa peine. Cette femme-là nous a accueillis, nous a servi le thé, a travaillé jusqu'à ce qu'elle rentre dans la voiture pour partir sur l'hôpital de Landros. Donc il n'y a pas de repos pendant la grossesse. Le seul repos que peuvent avoir les femmes enceintes ici, c'est les 3 semaines qu'elles passent à la maternité avant leur accouchement. Pour ces éleveurs qui vivent dans des recoins isolés, la venue du médecin de Bague est très rare. L'arrivée des 2 médecins est immédiatement mise à profit. Mokhtar et Yves auscultent femmes, enfants et maris. Arrivée à l'hôpital, la tension artérielle de la future maman est un peu haute. Mokhtar veut tout de suite la traiter. Yvette suggère d'attendre un peu et se propose pour reprendre la tension après 15 minutes de repos. 15 minutes que Yvette a passé à chercher un tensiomètre. Elle s'est engagée auprès de Mokhtar mais ne peut tenir sa promesse en constatant une fois de plus que cet hôpital manque cruellement de moyens, même élémentaires. Tous les placards sont fermés, il n'y a aucun appareil à tension. La sage-femme? La sage-femme, elle n'en a pas. On va s'asseoir. C'est finalement avec le tensiomètre de Yves qu'elle va constater que Mokhtar avait raison. Il faut admettre des comportements médicaux qui ne sont pas les nôtres, des prises de décision peut-être différentes de celles qu'on aurait pu faire, parce que les gens ont une expérience locale que d'abord on n'a pas, une expérience au niveau des gens, au niveau des méthodes, au niveau des distances, des transports, des conditions de tout ça qu'on ne maîtrise pas au début. C'est vrai que là, elle a 14,5. Donc elle n'a pas baissé. Elle n'a pas baissé. Premier véritable jour de repos pour Yves et ses coéquipiers, un dimanche qui ressemble à celui des Occidentaux. Plusieurs familles partent faire un pique-nique au bord de l'eau. Si cela paraît totalement anodin à première vue,
ce pique-nique est l'unique sortie de l'année pour ces familles. Ce dimanche, la preuve est faite, s'il en fallait une, que le contact est maintenant bien établi, car les Mongols ont décidé de partager ce moment avec leurs amis français. J'ai pas trouvé d'endroit dans le monde où on accueillait un étranger comme ça. Il n'y a aucun préjugé, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune peur. C'est un côté fascinant. Chez nous, on a peur de tout. On a peur de son voisin, on a peur de l'étranger, on a peur de tout. Dans notre civilisation où on vend de la frayeur à tout le monde, ici, il n'y a aucune peur, il n'y a aucun a priori. Les gens, ils ont juste envie de rencontrer d'autres personnes pour apprendre et pour donner ce qu'ils ont à donner. Il y a juste l'envie de partager les choses. Ils attendent rien en retour. Deuxième semaine de mission. La journée commence un peu plus tôt que prévu. Il est 4h30 du matin. Après quelques kilomètres de piste en pleine nuit et le passage à gué d'une rivière, Yves et Mokhtar se remettent au travail une fois de plus. Un jeune éleveur se plaint d'avoir mal au ventre. Christelle a suivi l'équipe et s'amuse de voir que l'on prend le thé avant de s'occuper du malade. Ah, toujours, il faut être en forme pour travailler. Il n'a pas de diarrhée, il n'a pas... Non. Non. Vomi. Un petit peu, ouais. C'est plus haut. Là aussi. D'un coup. Là, ça fait mal derrière. Et on prendra une décision dans la matinée pour savoir s'il faut l'envoyer au lit ou pas. Pour éventuellement de la chirurgie. C'est possible que ça soit une appendicite. À l'hôpital, après avoir réparé la porte du local des infirmières, Michel est aujourd'hui en charge de la mise en place des 8 lavabos autonomes pour améliorer l'hygiène des différents services de santé. C'est vrai que quand on arrive à l'hôpital, qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de lavabo pour se laver les mains, enfin du moins très peu, qu'il n'y a aucun automatisme dans les gestes pour essayer de faire les choses proprement, ça n'a rien de choquant, parce que c'est comme ça, et à la limite ça fait partie aussi de la culture et de la difficulté aussi qu'ils ont en matériel, en moyens et peut-être en connaissances. Toutefois, même s'il n'est pas facile d'apporter du matériel utile comme ces lavabos, il est tout aussi difficile d'expliquer pourquoi cela est nécessaire. C'est sûr qu'il n'y aura pas le matériel qu'on a chez nous, il n'y a pas des sprays pour désinfecter et nettoyer toutes les surfaces, il n'y a pas de bac de décontamination pour le matériel. Mais en leur expliquant déjà qu'avec de l'eau et du savon, s'il suffisait de l'utiliser de manière systématique pour certaines choses, on pouvait faire les choses déjà un peu plus proprement et que ça évitait aussi les contaminations, aussi bien pour le personnel que pour la population, et que ça avait un côté important. De son côté, Yvette va enfin assister à un accouchement et une fois de plus découvrir des comportements différents. Je trouve qu'on a, nous, beaucoup à apprendre de ces femmes-là. Je fais des séances de préparation à la naissance où j'explique aux femmes ce qu'il faut faire et là, la femme a tout compris et elle sait faire. Et ça, à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Que ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas d'aide au niveau médicamenteuse pendant la dilatation, aucune. La femme ne se plaint pas. Il n'y a eu aucune parole, aucun cri. Enfin, j'ai remarqué qu'en Mongolie, on laissait faire les choses naturellement. Allez. Voilà, il est comme ça, on va sortir par là-bas. Celui-là.
mais ne se ressemblent pas. La semaine va continuer ainsi au rythme des consultations et des formations que chaque équipe a préparées. Yvette va enfin communiquer avec sa consoeur mongole. Christelle et Michel vont affirmer leur volonté d'améliorer l'hygiène de l'hôpital et Yves va recevoir l'habit de grand homme qu'il est aux yeux de ses collègues mongols. Encore merci pour votre visite. Une bonne route, bon voyage. Donc là, elle va pleurer. C'est difficile pour dire au revoir. Le mot-clé, la beauté de cette mission se résume à l'échange. Pendant ces 3 semaines, les membres de l'association n'ont pas été les seuls à donner.